Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo à l'étude des figures de style. Bien sûr, une seule vidéo ne sera pas suffisante. C'est pour cela que j'ai prévu de faire deux séances de vidéos pour les figures de style. Celle-ci, on va la consacrer aux figures d'analogie et aux figures d'insistance. Mais bien avant de découvrir ces figures-là, il faut dans un premier temps savoir c'est quoi une figure de style. Alors, tout simplement, c'est un procédé, une figure de style est un procédé consistant à s'écarter de l'usage ordinaire, de s'exprimer et de parler. Ça veut dire lorsqu'on prend la parole et lorsqu'on utilise une figure de style, on s'écarte, on s'éloigne un petit peu de l'usage ordinaire de la langue. Cela va nous amener à la deuxième question. Quelle est l'utilité des figures de style? En général, on recourt aux figures de style pour rendre un discours plus clair. Par exemple, si je suis en train de parler, que je m'aperçois que mon interlocuteur n'arrive pas à comprendre mon idée, que mon idée pour lui est obscure ou un peu floue, je peux recourir aux figures de style pour rendre mon discours plus clair. Pour rendre aussi mon discours plus convaincant lorsqu'il s'agit d'un type argumentatif, du texte argumentatif, ça veut dire je cherche à convaincre, je peux recourir aux figures de style, ou bien si je veux rendre mon texte ou bien mon discours plus expressif et plus beau, c'est pour cela que la plupart des écrivains utilisent les figures de style dans leurs textes, et c'est ce qui donne à leur texte cette beauté ou cette esthétique-là. Maintenant, on va passer à la découverte des figures d'analogie. Les figures d'analogie, on les appelle figures d'analogie parce qu'elles reposent sur un rapprochement, sur une certaine ressemblance entre quelques éléments de la phrase. Parmi ces figures d'analogie, il y a la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Puis après, dans un deuxième temps, on va découvrir les figures d'insistance, à savoir la répétition et l'anaphore. On commence. Alors, comme vous voyez là, on a un tableau qui est composé de 3 colonnes. La première colonne, on a le corpus ou bien les phrases qui constituent notre corpus, le corpus sur lequel on va travailler. Ici, on a l'identification de la figure de style employée dans le corpus ou bien dans les phrases. Et puis là, il y a la définition. On commence par la première phrase. Te souviens-tu de ces cils noirs comme les ailes du corbeau? Alors là, c'est la Zoubida qui parle de la beauté de son fils, une beauté qui s'est fanée à cause des regards des envieux selon la Zoubida. Et là, elle parle surtout des cils noirs, des yeux de son fils. Son fils avait des yeux noirs et des cils noirs. Et elle est en train de comparer ces cils aux ailes du corbeau. Aux ailes du corbeau. Alors les cils noirs, c'est le comparé. Les ailes du corbeau, c'est le comparant. Alors, comme vous voyez, déjà, il y a un point commun entre les cils de couleur noire et les ailes de cet oiseau qui est aussi un oiseau de couleur noire ou de plumage noir. Alors, entre le comparé et le comparant, il y a un outil qu'on appelle l'outil de comparaison. L'outil de comparaison ici, c'est comme. On va passer à la deuxième phrase. La cellule d'Antigone était froide tel un tombeau. Là, encore une fois, on a le comparé qui est la cellule, le cachot ou bien la pièce où a été enfermée Antigone avant son exécution. Et on est en train de comparer cette cellule froide, d'accord, à un tombeau, bien à une tombe. Maintenant, le comparé et le comparant sont reliés grâce plutôt d'un outil de comparaison qui est tel. Tel a la même signification, bien a le même sens que comme. Et puis la dernière phrase, son teint est pareil à l'éclat de rose. Son teint est pareil à l'éclat de rose. Là encore, on compare le teint de quelqu'un, la couleur de la peau de quelqu'un, surtout du visage. Alors la couleur de la peau à la rose ou bien à l'éclat de la rose. Et pour ce, on a utilisé l'outil de comparaison
pareil à. Alors, comme vous pouvez le deviner, dans ces trois phrases, on a employé la comparaison. La comparaison, c'est quoi? C'est un rapprochement entre deux éléments, un comparé et un comparant, à l'aide d'un outil de comparaison. Et parmi les outils de comparaison qu'on peut utiliser, il y a tel, il y a pareil à, il y a comme, il y a semblable à, il y a ressemblé à, etc. Maintenant, on va passer à une deuxième figure de style, qui est la métaphore. Alors, la métaphore, il faut le dire, c'est une comparaison, c'est une sorte de comparaison. Elle ressemble à la comparaison, sauf que dans la métaphore, il n'y a pas d'outil de comparaison. Alors, on va voir la première phrase. Elle a un teint de rose. Alors, si vous constatez déjà qu'il y a une ressemblance entre la troisième et la première phrase, ici, dans la troisième phrase de la comparaison, et la première phrase qui appartient à la métaphore, elle a un teint de rose. Ici, on compare le teint d'une femme ou bien d'une fille à une rose. Disons la même couleur si vous voulez, d'accord? Et on devine, on déduit que la fille, elle est belle telle une rose si vous voulez. Mais là, on n'a pas d'outil de comparaison comme c'est le cas dans la comparaison. Il n'y a ni comme, ni tel, ni pareil à, ni ressemblé à, ni semblable à. Mais c'est une figure de style où l'on a un comparé et un comparant, mais l'outil de comparaison est absent. Passons à la deuxième phrase. Le frioche avait un rire démoniaque. Alors là, il fallait que j'ajoute un A. Je suis désolée, démoniaque, d'accord, qui est relatif au démon. Ici, le narrateur, plutôt le condamné à mort, parle d'un autre condamné à mort qu'il a rencontré dans la cellule. Et puis, il dit que ce frioche avait un rire, ou bien riait comme un démon. Il avait un rire démoniaque. Alors, on compare le rire de ce frioche au rire des démons. D'accord? On devine que c'est un rire méchant ou bien hostile. Il y a du mal. Il y a quelque chose plutôt de maléfique dans ce rire-là. Mais encore une fois, on a juste le comparé et le comparant, mais il n'y a pas d'outil de comparaison. Tandis que la troisième phrase, on a le contraire de démoniaque, on a angélique. Alors là, on parle d'un visage, d'un garçon. Ce petit a un visage angélique. Angélique, c'est le contraire de démoniaque. Le visage, on compare le visage de cet enfant à un ange. Ça veut dire là, personne n'a jamais vu les anges, mais on devine qu'ils sont d'une extrême beauté. D'accord? Un visage angélique. Comme j'ai dit tout à l'heure, la métaphore aussi repose sur un rapprochement entre deux éléments, un comparé et un comparant. Mais contrairement à la métaphore où l'on a des outils de comparaison, plutôt à la comparaison qui... Là, je dois reprendre. Contrairement à la comparaison où l'on trouve des outils de comparaison, la métaphore, quant à elle, ne recourt pas aux outils de comparaison. Il y a juste deux éléments comparés, comparant, mais sans outil de comparaison. Passons maintenant à la suite. Ce soir, les objets ne me parlaient pas. Alors, il fallait que je mette un point ici, mais c'est pas grave. Alors ici, c'est Sidi Mohamed qui parle des objets que contient sa boîte à merveilles. Il dit que les objets ne lui parlaient pas. Alors ce qui attire l'attention ici, c'est que c'est le verbe plutôt, je reprends, c'est le verbe parler qui attire l'attention. Parce qu'en principe, les objets n'ont pas cette capacité à parler que les humains ont. Alors là, les objets me parlaient. Puis dans la deuxième phrase, on a le jardin dormait encore. Il y a le jardin et le verbe dormir. Un jardin qui dort. Et puis encore, un jardin qui pense. D'accord? Un jardin qui dort, un jardin qui dort et des objets qui parlent. Alors là, on est devant une figure de style qu'on appelle la personnification. La personnification, c'est quoi? C'est lorsqu'on donne ou bien lorsqu'on attribue des caractéristiques humaines à des objets, à des animaux. Ici, les objets
deviennent comme ça, par magie, des objets qui parlent. Ils ont pu acquérir cette capacité à parler comme une personne, d'où le mot personnification. Le jardin qui dort et le jardin qui pense. On est en train de personnifier le jardin et de le doter de capacité de penser, de dormir lui aussi. Alors juste pour reprendre, la personnification c'est quoi? C'est lorsqu'on donne des caractéristiques humaines à des animaux, des objets. Caractéristiques humaines ici comme le fait de parler, de dormir, de penser, de s'amuser, de rire, de pleurer, etc. Maintenant, passons à la dernière figure d'analogie qu'est l'allégorie. L'allégorie, c'est comme la personnification, ça veut dire on donne des caractéristiques humaines, mais pas à des objets cette fois-ci, on donne ces caractéristiques humaines à une idée, à une notion abstraite. Alors regardez, la mort m'observe. La mort m'observe. La mort, on sait ce que c'est, mais personne n'a vu la mort. On ne peut pas dire elle est comme ça ou bien on n'arrive pas à lui donner des caractéristiques concrètes si on veut. La mort m'observe. Mais ici, lorsque je dis observer, d'accord, on a l'impression qu'elle a des yeux comme nous, d'accord, et qu'elle observe, qu'elle regarde, qu'elle épie, qu'elle guette aussi, d'accord. Alors la mort m'observe. Ce qui dérange dans cette phrase, c'est le verbe observer qui est relié à la mort. Et puis aussi, dans la seconde phrase, la vie lui sourit enfin. C'est presque la même chose. Alors parce que sourire, c'est une caractéristique humaine, c'est l'homme, c'est la personne, c'est l'être humain qui peut sourire, mais c'est pas la vie. La vie, c'est une notion, c'est une idée abstraite. On ne peut pas toucher la vie, on ne peut pas la regarder. Et c'est pour cela qu'on parle de l'allégorie. J'ai dit que l'allégorie, c'est une figure qui ressemble à la personnification, sauf que on est là en train de personnifier une idée ou bien une notion abstraite. Alors maintenant, on arrive aux figures d'insistance. Pourquoi on les appelle figures d'insistance? Parce qu'elles servent à insister sur une idée, à faire une sorte de matraquage sur une idée. Alors regardons les phrases. Comprendre, ça c'est Antigone qui parle. Comprendre, toujours comprendre. Moi je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Et elle continue, si je deviens vieille, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va pas vieillir, elle va mourir, elle va être condamnée à mort. Alors quand vous voyez là, il y a le verbe comprendre qui se répète. Comprendre, 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 comprendre. Tout simplement, c'est une figure de répétition. La répétition, c'est quoi? C'est le fait de répéter un mot dans plusieurs phrases, expressions ou paragraphes. Passons maintenant à la dernière figure de style qu'on va voir aujourd'hui, qui est l'anaphore. L'anaphore, c'est une répétition aussi, sauf que cette répétition se situe au début de plusieurs phrases. C'est une répétition qui se situe au début de plusieurs phrases. Regardons cet exemple. Il y a des fois où il ne faut pas trop penser. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Il y a des fois où il faut juste agir. Vous voyez, on a répété l'expression, plutôt la phrase, il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois. Et comme vous remarquez, cette répétition se situe au début de 3 phrases. Vous voyez, alors là, ça se termine par un point, et puis on commence notre deuxième phrase par la même expression. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage et à très bientôt. Merci beaucoup.